Conseil des ministres de ce mercredi 28 février, le gouvernement décide de la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts, une unité qui a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région des Hauts-Bassins, et c'est suite au refus de rejoindre le site en question que le gouvernement a pris de telles sanctions. Lutte contre l'insécurité, le ministère de l'administration territoriale fait sa revue annuelle. Ce cadre sectoriel a pour objectif général de dresser le bilan de l'année 2023. Le point à suivre dans ce journal. La capitale tchadienne a été le théâtre des violences et de la confusion après une attaque contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité d'État dans la nuit de lundi à mardi. Le gouvernement affirme avoir repoussé l'attaque, mais des tirs sporadiques ont été entendus dans la ville. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et bienvenue. Le Conseil des ministres de ce mercredi 28 février a décidé de la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Cette décision fait suite à un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité. C'était donc le 21 février dernier à la Direction générale des eaux et forêts. Cette unité avait donc été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région des Hauts-Bassins. Des instructions ont été donc données pour qu'elle replie sur un autre site dans le centre-ouest. Après moult tractations, l'unité a été désarmée, a expliqué le ministre Robert Barrot, ministre de l'Environnement, à sa sortie du Conseil des ministres de ce mercredi. On écoute. Au cours du Conseil des ministres, une communication orale a été faite sur un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts qui s'est produite le mercredi 21 février 2024 au sein de la Direction générale des eaux et forêts. L'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moultes tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Ces faits ont été constatés de graves à très graves. Selon le règlement de discipline générale du Code des eaux et forêts, ce n'est pas des faits admissibles et une lettre d'explication a été demandée à chaque élément. Il faut rappeler que ceux qui sont rentrés en mouvement sont au nombre de 165. Donc ils ont produit des lettres d'explication et au cours du Conseil des ministres, des instructions ont été données pour la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Il faut rappeler que l'unité a été mise en place en 2023 suite à l'adoption de l'organigramme du département en mars 2023. L'unité a été formée à Pau et a été opérationnelle à partir du deuxième semestre 2023. Elle a mené des opérations de sécurisation qui ont été très bien appréciées, mais vous conviendrez avec nous que la conquête du territoire ne rime pas avec l'indiscipline. Au total, ils sont 250, mais les 165 seront sanctionnés conformément au règlement de discipline générale. Et au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant détermination des conditions et des modalités de répartition et de prélèvement de la cotisation ainsi que les détails de son versement à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Et pour le ministre d'État Bassolman Bazié, ce décret va permettre à toutes les couches sociales du Burkina d'être prises en compte et surtout de faire face de façon efficace à la question sanitaire. On l'écoute. La réflexion sur la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle a commencé depuis les années 2006. Et la loi 06-2015 a été votée le 5 septembre 2015. Et en 2023, nous avons procédé à l'adoption des 5 décrets y afférents en Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous terminons par le 6e décret, qui est le dernier, qui doit gérer l'ensemble des souscriptions
pour prendre en charge la question sanitaire des populations à tous les niveaux. Le premier élément qu'il faut retenir, ce n'est pas dès le départ une obligation pour les populations, dans la mesure où ça sera fait par enregistrement de tous les acteurs qui sont concernés et intéressés. Donc si vous ne vous êtes pas fait enregistrer, pour le moment, vous n'êtes pas concerné par la situation. Le deuxième élément, c'est la temporalité de la mise en œuvre. Et ça ne sera pas fait de façon immédiate parce qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il va falloir prendre et compléter, tel que le système d'enregistrement. Ça sera suite à un certain délai que nous allons commencer la mise en œuvre. Le troisième élément à retenir, nous allons créer les conditions de l'animation d'une conférence de presse où un certain nombre d'informations de façon suffisante seront apportées et indiquer que dès lors que vous vous êtes fait enregistrer au niveau de l'assurance maladie universelle, quelles sont les maladies auxquelles qui devaient vous attendre à être prises en charge. Ce qui fait que les cotisations à soumettre ou à retenir ne sont pas les mêmes montants. Quand je prends les retraités, par exemple, ça sera autour de 2% pour tout retraité qui se fera enregistrer. Au niveau des travailleurs, qu'ils soient du privé ou du public, ça sera 5%. Et les 5%, il y a 2,5% qui sera payé par son employeur. Donc si vous êtes de l'État, c'est l'État qui va s'en charger. Si vous êtes du privé, c'est le patron également qui va s'en charger. Et les 2,5% autres revient à l'acteur lui-même qui se serait fait enregistrer. Et tous ceux qui sont de profession libérale, à savoir par exemple les avocats ou toute personne qui a un cabinet privé et qui se serait fixé lui-même son salaire, nous avons pris un minimum de 300 000 francs et en impactant les 5%, comme c'est lui qui doit payer, il est en même temps son propre patron, il doit payer les 2,5 en tant que patron et les 2,5 en tant qu'employé, ça fait 5% sur une valeur estimée de 300 000 francs, ça fait 15 000 francs. Et ceux qui sont du secteur informel, c'est autour de 4 000 francs que toute personne qui se serait fait enregistrer va devoir débourser. Sécurité et défense, dans la suite de ce journal, le ministère chargé de l'administration territoriale a organisé ce matin même à Ouagadougou sa revue annuelle au cours d'une conférence de presse, conférence qui a donc réuni plusieurs hommes de médias. Ce cadre sectoriel annuel a pour objectif général de passer en revue les actions déjà engrangées en 2023 afin de dresser des pistes pour amorcer efficacement les actions de reconquête du territoire national et d'amorcer le développement. Plusieurs acquis ont été enregistrés avec des défis à relever selon les organisateurs. Les précisions de Moumouni Tamboura. Les discussions vont porter sur les principes de la charte de la transition, notamment la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et la réconciliation nationale. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Émile Zerbo, a souligné que ces travaux permettront d'identifier les obstacles à la mise en œuvre de ces politiques et de formuler des recommandations pour orienter les actions sur le terrain. Le directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère, Toussaint Dipama, énumère des difficultés. Et il ressort donc au 31 décembre 2023, le CESE a réussi un taux d'exécution physique donc de 84% et un taux d'exécution donc financier donc de 56%. Les difficultés majeures, c'est au niveau donc du financement. Donc il y a eu des régulations, également donc le non-déblocage de certaines ressources pour mener donc certaines activités. Donc il y a aussi donc des difficultés qui ont été enregistrées au niveau donc de la passation et de l'exécution des marchés. Donc au regard du contexte sécuritaire, certaines entreprises ont éprouvé des difficultés à exécuter certains marchés. En 2023, des progrès ont été réalisés, notamment le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, l'acquisition de nouveaux équipements, la réponse à la crise humanitaire et la promotion d'initiatives visant la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cependant, selon Toussaint Dipama, plusieurs défis restent à relever. Les défis pour l'année 2024 consistent à poursuivre effectivement le renforcement donc, des capacités donc, de nos forces de défense pour libérer donc, le territoire national. Il s'agira aussi donc, de poursuivre donc, les initiatives donc, de cohésion sociale et de vivre ensemble donc, pour aboutir effectivement donc, à une réconciliation donc, nationale.
Cette revue annuelle offre une opportunité de partager les idées et expériences pour tirer des leçons et promouvoir les bonnes pratiques afin de faciliter la mise en œuvre du plan d'action sectoriel pour la stabilisation et le développement 2024-2026. Pour Émile Zerbo, toujours selon ses propos, réaliser l'objectif de paix et de sécurité reste une priorité de la transition et l'année 2024 semble être celle de l'espoir avec la perspective de reconquérir le territoire national. De la sécurité et de la défense, on parle de santé à présent, lutte contre la rougeole et la rubéole. Plus de 400 000 enfants de 9 à 59 mois vont être vaccinés dans la région du Centre. C'est l'annonce faite au cours de la rencontre de plaidoyer sur la campagne de vaccination tenue mardi dernier à Ouagadougou. Cette rencontre avait pour objectif de susciter l'engagement et la mobilisation générale des acteurs qui ont par ailleurs été informés sur la situation épidémiologique de la rougeole et de la rubéole au Burkina Faso. Le compte-rendu de Gisèle Tirogo avec la voix de Yagouba Woudio. Entre le 1er janvier et le 10 février 2024, le Burkina Faso a enregistré 1269 cas suspects de rougeole notifiés dans 6 districts sanitaires régionaux. La région du Centre a enregistré à elle seule 494 cas avec malheureusement 3 décès. La flambée des cas de rougeole a donc conduit à l'activation d'une campagne anticipée de vaccination afin de lutter contre cette épidémie qui touche essentiellement les enfants. Pour le responsable de la prévention par les vaccinations à la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du centre, cette campagne vise à renforcer l'immunité des enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole et la rubéole. Ce que nous avons en termes de cible, ça fait une population, pour ne pas dire les enfants, estimée à 431 826 enfants que nous devrons vacciner en 7 jours. Et si nous arrivons à vacciner comme ce que nous avons échangé lors de notre rencontre de plaidoyer, avec l'accompagnement de toute l'administration, les religieux, le monde communautaire, en tout cas, si chacun arrive à nous accompagner et que nous ne ratons pas aucun enfant et qu'on arrive à vacciner 100% de cette cible-là, nous espérons en tout cas non seulement rompre la chaîne de transmission et immuniser davantage en tout cas notre population. En 2023, 589 cas avaient été enregistrés sur le plan national. Pourquoi cette recrudescence de la rougeole? Seydou Zeba l'explique par la faible couverture vaccinale. C'est un phénomène tout à fait souvent normal aussi, parce que nous savons que dans le contexte de la lutte contre la rougeole, en matière de vaccination, on n'arrive pas à vacciner l'ensemble de nos enfants. Ce qui peut expliquer le fait que ceux qui arrivent à échapper à notre système de vaccination, notamment les enfants 0 dose, les enfants insuffisamment vaccinés, peut être une des raisons qui peut amener en tout cas à avoir des cas chaque année. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a commencé le 26 février et va se poursuivre jusqu'au 3 mars dans les districts sanitaires de Bogodogo, Boulmingou, Baskoui, Nongormassem et Signonguin. Des équipes seront également déployées dans les différents quartiers et communes rurales de la région du centre et les 3 autres régions les plus touchées qui sont le Nord, le Centre-Nord et la Boucle du Moun. Une seconde phase est prévue du 15 au 21 mars dans les autres régions sanitaires du pays. Hors de nos frontières au Sénégal, les participants au dialogue national qui s'est déroulé en début de semaine ont opposé que le chef de l'État prenne un décret convoquant le corps électoral pour le 2 juin prochain pour la tenue de l'élection présidentielle initialement fixée au 25 février. En lien avec cette actualité, nous avons joint au téléphone depuis Dakar Amadou Bari, journaliste de I-Média. Selon lui, le Conseil constitutionnel devrait tout d'abord valider cette proposition qui n'est pas du tout du goût de l'opposition et de la société civile qui qualifie ce nouveau calendrier d'anticonstitutionnel. Amadou Bari a été joint au téléphone depuis Dakar par Irène Nikima.
Ce qui s'est passé, c'est juste une proposition qui doit être entérinée par décret par le chef de l'État, qui doit le notifier au Conseil constitutionnel. Mais pour l'instant, on attend le moment à l'autre. En tout cas, pour l'opposition et la société civile très active ces derniers jours, et il en est hors de question d'accepter un tel calendrier. C'est anticonstitutionnel, c'est en violation de loi et puis de la Constitution du Sénégal, qui stipule que le mandat du chef de l'État est de 5 ans et celui-ci expire, le mandat de Macky Sall expire dans une trentaine de jours, c'est-à-dire le 2 octobre prochain. Pour rien ne peut permettre aujourd'hui au chef de l'État de pouvoir proroger son mandat. Il faut rappeler que l'opposition la plus significative n'a pas participé à ce dialogue, notamment l'opposition regroupée autour du FC25. Sur les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, 17 n'y ont pas participé. Donc vous imaginez, c'est quasiment un camouflet pour le chef de l'État de ce côté-là. Maintenant, on attend de moment à l'autre. Est-ce que la réaction maintenant du Conseil constitutionnel qui doit valider cette proposition qui stipule que le mandat du chef de l'État expire le 2, mais maintenant il pourrait se maintenir au sommet de l'État jusqu'à l'élection de son successeur. Le premier tour le 2 juin, le deuxième tour s'organisera dans 15 jours, les 15 jours qui suivront. Et surtout cette clause qui indique que le chef de l'État peut prolonger son mandat, ce qui révolte le plus ici la société civile et le. Voilà, vous l'aurez certainement remarqué, il s'agit plutôt d'Amadou Tall et non d'Amadou Barry. La capitale tchadienne a connu des violences et de la confusion après une attaque contre les locaux de l'Agence nationale de la sécurité d'État dans la nuit du 27 au 28 février dernier. Le gouvernement affirme avoir repoussé l'attaque, mais des tirs sporadiques ont été entendus dans la ville. Le gouvernement tchadien accuse donc des éléments du parti socialiste sans frontières, dirigé par l'opposant Yaya Dillo, d'être responsable de l'attaque contre l'Agence nationale de la sécurité d'État. Le film de tout cela avec Gilles Dasta. Selon le gouvernement tchadien, cette attaque est intervenue après l'arrestation d'un membre du Parti socialiste sans frontières PSF accusé de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. La situation aurait alors pris une tournure dramatique, avec une attaque délibérée des complices de cet individu mené par les éléments du PSF, avec à leur tête le président de ce mouvement Yaya Dillo contre les bureaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État. Les mots sont ceux du gouvernement tchadien. Farouche, opposant au président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, dont il est d'ailleurs le cousin, Yaya Dillo a dénoncé une mise en scène concernant les allégations de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. L'attaque intervient au lendemain de l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai et à laquelle le président Déby et Yaya Dillo ont l'intention d'être candidats. À 37 ans, Mahamat Idriss Déby Itno avait été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de la transition à la tête d'une junte de 15 généraux après la mort de son père Idriss Déby Itno, tué par les rebelles alors qu'il se rendait au front, selon la version officielle. À présent, la revue de presse de ce jeudi avec Asmaou Dao. Dans sa parution du jour, l'Express du Faso appelle à faire attention aux abois. Ces fous de la mort sont capables de tout, parlant des terroristes. Pour lui, les Burkinabés doivent nécessairement changer de comportement pour devenir de véritables sentinelles de la défense de leur pays et de leur propre sécurité. Le quotidien invite à dénoncer tout comportement suspect. Citoyen parle aujourd'hui de la nécessaire souveraineté énergétique dans l'espace AES, rappelant la rencontre de Ouagadougou, une première rencontre de concertation des premiers responsables des sociétés d'électricité de l'Alliance des États du Sahel. De son point de vue, la souveraineté énergétique recherchée par les premières autorités de l'AES devrait être ressentie au niveau des consommateurs. Par ailleurs, pour l'atteindre, il faut compter avec les mesures de résilience. Hors de nos frontières, Amadou Ouriba vient d'être nommé Premier ministre en Guinée. Pour aujourd'hui au Faso, c'est une grosse prise de guerre technique et politique pour Doumbouya.
En ce sens, selon lui, que l'économiste devra soigner les finances de l'État, donner de l'espoir à la jeunesse, améliorer le panier de la ménagère et le politique devra rassembler les opposants pour un dialogue porteur de cohésion. Vaste programme dont se rendra compte Bahouri à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Sera-t-il à la hauteur des défis, se demande le pays. L'observateur Palga nous amène au Tchad pour parler de l'attaque de l'Agence nationale de sécurité d'État, tout en se demandant que se passe-t-il encore au Tchad? De son opinion, il faut dire qu'entre Yahya Dillo et le régime des Déby, c'est une histoire d'amour et de désamour qui dure depuis plusieurs décennies. Depuis, l'opposant ne cache plus ses ambitions de revenir dans le jeu politique par la grande porte et peut même s'enorgueillir d'un soutien de poids, Saleh Déby, l'oncle du président. L'Obs juge qu'on peut se questionner de savoir si le général Mahamat Idriss Déby ne veut pas se débarrasser déjà d'un potentiel adversaire, puisque le mis en cause s'est d'ores et déjà déclaré candidat à la présidentielle du 6 mai prochain, a fait savoir le doyen des quotidiens. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et l'information revient à partir de 19h.